Les podcasts de Pharma Radio. Les dossiers de la santé de Pharma Radio, avec Pharmaceutique, le mensuel Santé, médicaments et industrie pharmaceutique. Raphaël Barthet. La prise en charge de la douleur chronique est une véritable problématique tant pour les médecins que pour les pharmaciens, confrontés à l'insuffisance de l'arsenal thérapeutique et au manque de structures adaptées. Pourtant, il existe aujourd'hui de nouvelles voies, des voies d'avenir dont nous allons vous parler avec mon invité, qui est un spécialiste de la douleur, le docteur Marc Lévesque, neurochirurgien dans la région d'Aix-en-Provence et Marseille. Bonjour docteur Lévesque. Bonjour Madame Barthet. Et merci de nous rejoindre donc pour ce nouveau numéro des dossiers de la santé consacré à la douleur. Alors après avoir délimité son périmètre, sa définition il y a quelques temps, nous nous intéressons aujourd'hui à ces traitements. Est-ce qu'on peut rappeler, docteur Lévesque, les principaux traitements et classes thérapeutiques utilisées contre la douleur ? Alors la douleur, on en avait parlé dans notre dernière émission, la douleur aiguë et la douleur chronique. Dans la douleur chronique, en fait, il y a deux types de douleur. La douleur nociceptive, c'est une douleur qui va plutôt être prise en charge par les antalgiques de palier 1, 2 et 3, c'est-à-dire tout ce qu'on connaît bien, le paracétamol, l'aspirine, ensuite le tramadol, la codéine, et puis ensuite les paliers 3 comme la morphine, le Skénan, l'oxycodone, etc. Donc ça, c'est pour la douleur par excès de nociception, la douleur nociceptive. Pour les douleurs neuropathiques, on a deux grandes classes de médicaments actuellement, les antiépileptiques et puis les antidépresseurs. Alors, à côté de ça, on a bien entendu des traitements non médicamenteux qui sont parfois un petit peu trop méconnus là, dans notre culture du médicament. Il y a toutes les techniques qu'on abordera un petit peu. Dont on parlera. De relaxation, d'isothérapies, de pleine conscience, d'auto-hypnose, et puis l'éducation thérapeutique. Et puis également, vous l'avez souligné, dans notre trousse à outils antidouleur, on a aujourd'hui toutes les techniques de neuromodulation qui bouleversent la prise en charge de la douleur, que ce soit la stimulation cutanée, la stimulation magnétique transcrânienne et également la stimulation médulaire, qui sont des outils puissants, notamment dans le traitement de la douleur c'est ces nouvelles voies dont on va parler. Mais alors, classiquement, le médecin va commencer par un antalgique ou par un palier de niveau 2. Est-ce qu'on a ces réflexes de commencer toujours par tel type de traitement, de schéma ? Voilà, alors c'est fondamental de bien différencier la douleur par excès de nociception, c'est-à-dire la douleur qui fonctionne, la douleur classique et la douleur neuropathique. Et la douleur neuropathique, on en a parlé, c'est une douleur un peu bizarre, des sensations de décharge électrique, de brûlure, de froid, de fourmillement. Et dans ce cas-là, effectivement, c'est plus les classes médicamenteuses des antiépileptiques, gabapentinoïdes notamment, comme la prégabaline ou la gabapentine, ou les antiépileptiques, amitriptyline, duloxétine. Alors maintenant, on a également pour ces douleurs des topiques, comme par exemple les patchs de piment, de capsaïcine, qui peuvent être très efficaces sur des douleurs bien focalisées, des douleurs de type neuropathique. C'est des patchs qui sont appliqués à l'hôpital. Et puis, alors, c'est encore un peu plus discret puisque l'AMM n'est pas encore, à ma connaissance, n'est pas encore sorti. C'est la toxine botulique, celle qu'on utilise en chirurgie esthétique, et dans la spasticité ou torticolis spasmodique, et qu'on utilise maintenant dans certaines douleurs neuropathiques bien focalisées. Ça, c'est une autre approche. Alors, une approche plus localisée. Il y a une véritable efficacité aujourd'hui ? Voilà, alors oui, c'est des approches qui sont focales, topiques, donc les patchs de piment, de capsaïcine, les injections de toxine botulique, et puis il y a aussi les patchs de lidocaïne,
qui théoriquement sont réservées aux algies post-zoostériennes. Et ça a un avantage d'apporter une solution focale. Parce que, on y reviendra, il faut bien dire que les médicaments de la douleur chronique, que ce soit les antiépileptiques et les antidépresseurs, ne sont pas dénués d'effets indésirables. Alors justement, oui, venons-en à ces limites, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, les traitements de la douleur, des douleurs sont nombreux, mais ils sont imparfaits, il y a une certaine toxicité, et je voudrais aborder bien sûr avec vous le problème des effets indésirables. Et oui, voilà, effectivement, ce sont les deux limites, les effets indésirables. Alors, les effets indésirables, déjà, c'est un petit peu comme la douleur, C'est des effets indésirables qui sont biopsycho et sociaux. Alors, au niveau biologique, les effets indésirables de ces médicaments antiépileptiques ou antidépresseurs, ça peut être les interactions médicamenteuses, ça peut être les troubles de la concentration, la somnolence, les céphalées, l'augmentation de poids aussi, avec notamment les gabapentinoïdes. Donc ça, c'est plus au niveau biologique. Et puis au niveau social, il y a des répercussions au niveau de la mobilité, puisque quand vous êtes sous ces classes de médicaments, la conduite n'est pas forcément recommandée. Au niveau du travail, les problèmes de concentration cognitive peuvent aussi impacter le travail. Et d'un point de vue psychologique, on sait que ça peut accroître le risque de dépression, de fatigue, le trouble de l'humeur. Donc ça, c'est vraiment les effets indésirables de ces classes médicamenteuses de la douleur neuropathique là, qui sont malheureusement de vraies limites à l'utilisation. Et puis aussi, il faut bien le dire, l'efficacité des antidépresseurs et des antiépileptiques. Alors, il y a quelque chose qu'on utilise beaucoup, c'est le NST, c'est-à-dire le nombre de sujets à traiter, pour que un patient soit soulagé. Si on prend les antidépresseurs dans la douleur neuropathique, et on va prendre par exemple l'amitriptyline, il faut qu'il y ait 5 patients traités pour que un soit soulagé. Si on prend la gabapentine, il faut qu'il y en ait 6. La prégabaline, il faut qu'il y en ait 8. C'est-à-dire pour 8 patients que vous traitez, un va être véritablement soulagé. Et l'oxycodone, on en parle, c'est à peu près 5. Même si c'est pas du tout un traitement aujourd'hui de référence dans la douleur neuropathique non cancéreuse. Donc voilà, c'est des médicaments aujourd'hui qui sont limités par leur efficacité et également par leurs effets secondaires. Et puis il y a le problème de la dépendance et du sevrage aussi. On pense à la morphine, on pense à certains opioïdes. Oui, non, bien sûr. Alors voilà, vous êtes au courant de la crise des opioïdes aux États-Unis. Alors pour vous donner encore des chiffres, au gouvernement américain dénombrait près de 70 000 morts par opioïdes prescrits en 2016 et 72 000 en 2017. Pour que ça soit davantage incarné, c'est comme si un A380 s'écrasait tous les 3 jours en termes de mortalité. Donc c'est aujourd'hui une véritable hécatombe aux États-Unis, avec effectivement des phénomènes d'overdose, de dépendance, donc un mésusage qui est très important, des procès astronomiques qui sont en train de s'annoncer. Alors ce qui a été très intéressant, c'est de voir que finalement cette crise des opioïdes aux États-Unis, et les sociologues se sont penchés dessus, elle a touché un petit peu ce qu'on pourrait dire les gueules cassées de la mondialisation, c'est-à-dire les petits blancs non hispaniques là qui ont été touchés de plein fouet par la désindustrialisation et qui en fait ont trouvé là dans les morphiniques un petit peu une raison, une solution à leurs problèmes sociaux. C'était finalement pas forcément des gens qui avaient des patients avec des douleurs chroniques rebelles, comme on peut s'imaginer. Non, tout à fait. La massification du chômage, avec tout ce que ça a pu entraîner de malaise social, psychologique. D'ailleurs, il y a un papier très intéressant qui est sorti dans le JAMA, qui a montré
en fait une superposition des foyers de mort par overdose et le vote Trump lors des avant-dernières élections. Donc il y a des corrélations sociologiques très très intéressantes. Alors en France, oui, est-ce qu'on en est loin? Tout autre, hein. C'est tout autre. Bon, en termes de valeur absolue, on peut être rassuré, il n'y a rien de comparable. En revanche, il y a quand même des indicateurs qui sont quand même préoccupants, avec une consommation des opioïdes forts qui a progressé de 88% entre 2004 et 2017. Chez les patients qui souffrent de douleurs chroniques non cancéreuses, hein, parce que chez les autres, c'est-à-dire ceux qui souffrent de douleurs cancéreuses, on peut s'en réjouir, parce qu'effectivement, on était en retard dans la prise en charge de la douleur cancéreuse. Mais là, la préoccupation, c'est plus la douleur chronique non cancéreuse, et avec par exemple des augmentations de près de 1000% pour l'oxycodone. Hein. Oui. Et on a vu dans le même temps les morts par opioïdes qui ont bondi de 1,3 à 3,2 par million d'habitants, donc qui ont triplé dans notre pays ces dernières années. Donc, en valeur absolue, rien de comparable. En valeur, en relatif, des clignotants qui méritent toute notre attention. Voilà, notre vigilance et qui fait qu'on doit faire attention. Alors, vous allez rester avec nous, docteur Marc Lévesque. Nous avons encore beaucoup de sujets à aborder sur ces traitements, sur ces nouveaux traitements et sur cette prise en charge de la douleur chronique. Nous revenons dans une seconde partie de ces dossiers de la santé. Les dossiers de la santé. Les dossiers de la santé de Pharma Radio, avec Pharmaceutique, le mensuel Santé, Médicaments et Industrie pharmaceutique. Raphaël Barthet. Je suis toujours en compagnie du docteur Marc Lévesque, neurochirurgien à Aix-en-Provence-Marseille et spécialiste de la douleur. Nous parlons aujourd'hui des traitements de la douleur chronique. Nous avons parlé de leurs effets secondaires, de la crise des opioïdes. Est-ce qu'on peut dire, docteur Lévesque, aujourd'hui, et c'est un reproche qu'on entend souvent, il n'y a pas de nouvelles molécules contre la douleur? Oui, tout à fait, Raphaël Barthet. La morphine, 1804, l'amitriptyline, 1961, les gabapentinoïdes, c'est les années 90. Donc, en fait, les molécules les plus récentes ont au minimum 30 ans, hein, et des molécules dont on a vu les limites. Donc, effectivement, la médication dans les douleurs neuropathiques est un peu au point mort. Alors, si quand même il y a un petit rayon de soleil, c'est pour la migraine, hein, avec, on parle beaucoup, même si en France c'est pas encore disponible, en tout cas seulement dans des essais cliniques, c'est les anticorps monoclonaux anti-CGRP, comme par exemple l'Erenumab, qui a été développé par Pfizer et Lilly et qui est disponible aux États-Unis, mais pas encore en France. Donc, non, effectivement, on n'a pas de nouveautés. Alors, c'est pour ça qu'on se lance en France dans l'expérimentation du cannabis thérapeutique ou du cannabis à visée médicale. Est-ce qu'on ne va pas juger si on a raison ou pas, mais qu'est-ce qu'on peut en dire ? Oui, alors c'est vrai que c'est un sujet qui est un peu de polémique là. Bon, j'avais fait une tribune là dans Le Monde il y a quelques mois. Bon, le cannabis, faut savoir que c'est une des premières plantes qui a été domestiquée par l'homme, hein, avec un usage psychotrope qui a été testé en Chine depuis près de 2500 ans avant notre ère. Donc, on connaît cet ensemble de molécules. Bon, on sait que c'est un petit anxiolytique, un petit hypnotique et un petit antalgique. En fait, comme, on va dire, un peu comme un verre de vin. Hein. Mm-hmm. Alors, d'un point de vue antalgique, les études, il y a une méta-analyse qui a été faite en 2015 là-dessus, qui reprenait 11 études, qui avait comparé les cannabinoïdes à un placebo et qui avait démontré, en fait, un effet analgésique modeste dans la douleur chronique non cancéreuse. Donc, alors, est-ce que ce faible bénéfice à mettre au crédit des effets relaxants, hypnotiques ou d'une véritable antalgie, c'est toujours très difficile à... Parce qu'il y a beaucoup d'attentes de la part des patients. On sait que c'est une première indication pour la douleur chronique. Ah entièrement, Raphaël, l'attente est très grande puisque il y a en France, on l'a vu, 12 millions de douleurs chroniques
dont 70% s'estiment pas suffisamment bien traités, et seulement 3% sentent de la douleur. Donc l'attente, elle est très très importante. Et ma crainte, c'est que c'est un peu comme dans beaucoup de choses, hein, c'est-à-dire que c'est l'espoir qui nourrit le désespoir. Il va y avoir seulement, je crois, 2 ou 3 000 patients qui vont être enrôlés dans cette expérimentation. Donc il va y avoir beaucoup de déçus. Par ailleurs, l'expérimentation, c'est une expérimentation, c'est pas véritablement un essai, dans la mesure où il n'y a pas de bras contrôle, il n'y aura pas de partie placebo, donc il sera très difficile d'évaluer la véritable efficacité de du cannabis thérapeutique, parce que c'est comme la douleur, c'est comme le sommeil, l'effet placebo peut être très très important. Peut être très important. Donc c'est quelque chose qu'on va suivre. Qui sont pas optimales et peut-être des déceptions à la clé. Bon, sans rentrer sur le débat du fait que ça puisse être un petit peu une première étape par rapport au cannabis récréatif, etc. Mais voilà, faudra pas méconnaître les risques de mésusage avec ces molécules qui vont se retrouver dans nos armoires à pharmacie. Alors, des espoirs, par contre, il y en a avec des nouvelles techniques dont vous allez nous parler, puisqu'il y a des voies d'avenir. Oui, alors une des voies d'avenir très importantes, c'est la technologie, la technologie qui bouleverse quand même nos vies, la technologie qu'on a au creux de notre poche avec le smartphone, c'est la neuromodulation. Et la neuromodulation vraiment apporte de nouvelles solutions beaucoup plus focalisées et avec très peu de risques dans la douleur chronique. Alors, en quoi elle consiste ? Alors, il y a plusieurs techniques. On a la stimulation directement sur la moelle épinière, la stimulation du cerveau, c'est-à-dire ce qu'on appelle la stimulation magnétique transcrânienne, et puis la stimulation, la TENS, que les pharmaciens connaissent bien mieux. Donc, ces trois techniques là qui, dans les années qui viennent de s'écouler, ont vraiment bénéficié des avancées assez fulgurantes de la technologie en termes de compatibilité, de puissance, d'informatique embarquée, etc. Et alors si on prend par exemple la stimulation médulaire, c'est une technique aujourd'hui qu'on utilise de plus en plus dans les douleurs neuropathiques rebelles au traitement médicamenteux, qui évoluent depuis plus d'1 an et qui vont vraiment avoir un impact sur la vie du patient. C'est une technique qui a peu de complications, outre parfois le risque infectieux. Ça consiste à mettre une petite électrode un petit peu à la façon d'une péridurale lors de l'accouchement en arrière de la moelle épinière et envoyer un courant qui va venir brouiller le message douloureux. Ça, c'est la stimulation médulaire. À côté de ça, on a la stimulation magnétique transcrânienne. Là, c'est un peu plus lourd, ça se fait dans la mesure où... Mais c'est non invasif. C'est un champ magnétique à la surface du crâne qui va induire au niveau du cortex une dépolarisation. Alors quand je dis ça, c'est un petit peu plus lourd. Ça nécessite une hospitalisation. Ça c'est pratiqué en milieu hospitalier. En tout cas des consultations régulières. Mais contrairement à la technique précédente, c'est non invasif et ça peut s'appliquer à des douleurs beaucoup plus diffuses, beaucoup plus difficiles à traiter, comme par exemple ce qu'on appelle les douleurs neuropathiques centrales, celles qui sont liées à des accidents vasculaires cérébraux, à la sclérose en plaques, à des lésions du tissu cérébral. Et donc, avec ces techniques, on a à peu près dans 50% des cas, c'est-à-dire chez les patients qui ont des douleurs rebelles, chez qui les médicaments ont échoué, on peut estimer qu'on a au moins 30% de soulagement de leur douleur. Et aujourd'hui, cette nouvelle technique, on l'utilise également dans la dépression réfractaire, non pas avec une autre zone du cortex qui est ciblée, non pas le cortex moteur, comme c'est le cas dans les douleurs neuropathiques, mais le cortex préfrontal dorsolatéral. Donc des voies très, très encourageantes.
Donc une certaine efficacité et des indications, alors par pathologie, ou qui détermine du coup ces indications Alors là, c'est le rôle déterminant des centres de la douleur chronique qui vont aiguiller le patient vers ces différentes techniques. Alors on peut dire que si c'est des douleurs, alors il y a aussi, j'en ai pas parlé, c'est la TENS, la neurostimulation électrique transcutanée, qui est disponible dans beaucoup de pharmacies. C'est un appareillage qu'on peut avoir en location. Voilà, et qui peut être remboursé. Qui peut être remboursé et qui va être efficace sur les douleurs lombaires, les douleurs d'arthrose, les douleurs de cervicalgie, de fibromyalgie, les névralgies d'Arnold. Et c'est une technique qui est absolument sans risque. Alors peut-être faut pas mettre ça chez un patient qui a un pacemaker ou bien en face du cœur, mais c'est une technique qui est focale et qui a très peu de risques. Donc ça, c'est encore une technique qui mérite d'être connue et pour lequel les pharmaciens ont un grand rôle à jouer dans la diffusion de l'information sur voilà, justement, on en entend, on n'en a pas forcément beaucoup entendu parler. Est-ce qu'aujourd'hui les pharmaciens sont suffisamment formés pour informer aussi les patients sur ces voies? Alors, formés, ils le sont très bien pour tout ce qui est les molécules, et notamment leur rôle de conseil concernant les risques de mésusage dans les morphiniques, dans le paracétamol, etc. Mais voilà, il y a aussi une information un peu positive à avoir, à dire aux patients qui sont en échec. Il y a ces techniques de neuromodulation et notamment la TENS qui est d'une grande utilité, qui est simple d'utilisation, sans risque. Et voilà, ça va consister, ces électrodes, à stimuler par exemple la production d'endorphines, qui sont des antidouleurs naturelles, ou bien à stimuler ce qu'on appelle le gate control, c'est-à-dire stimuler la sensibilité non douloureuse afin de bloquer la sensibilité douloureuse. Donc les pharmaciens ont un rôle prépondérant à jouer dans l'éducation thérapeutique, dans l'orientation un petit peu vers ces techniques qui vont être de plus en plus nombreuses dans les années à venir, parce que toutes les avancées qu'on voit au niveau de notre smartphone, on les retrouve en neuromodulation. Voilà, comme vous nous l'avez dit, avec les avancées technologiques. Et puis, on peut signaler votre site pour finir, qui est visible sous le https://www.chirurgieDeLaDouleur.fr avec des nombreuses ressources, vidéos en ligne sur ces techniques. Et puis, si vous voulez en savoir plus, Dr Marc Lévesque, merci beaucoup d'avoir été en notre compagnie. Je rappelle que vous êtes neurochirurgien dans la région d'Aix en Provence, Marseille. Et puis, vous pouvez réécouter ce dossier de la santé, mais aussi le premier épisode sur tout ce qui est douleur chronique sur pharmaradio.fr en podcast. Les dossiers de la santé. Pharma Radio, votre dose de podcast.